je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère que vous vous sentez bien ce matin. J'espère aussi que vous allez nous consacrer la prochaine heure à l'analyse de l'actualité socio-politico-économico-haïtienne. C'est un peu tout cela. On analyse la réalité sociale. Elle est très influencée par la réalité politique, même si elle est merdique. On analyse aussi la réalité économique, puisque le social et le politique finissent par influer sur l'économique. Et tout cela trempé dans une bonne sauce de géopolitique, puisque précisément cette semaine, ce qui a ébranlé la population haïtienne, c'est ce décret de Donald Trump interdisant l'entrée aux États-Unis aux Haïtiens. Bon. Si vous vous reportez à mon émission du mois de novembre 2024, l'émission que j'ai produite tout de suite après l'élection de Donald Trump à la présidence américaine, j'avais dit que Donald Trump ferait, en ce qui a trait aux Haïtiens, tout ce qu'il avait dit qu'il ferait. Pour quelle raison? Parce que les Haïtiens constituent un bouc émissaire facile, un bouc émissaire facilement identifiable. Nous sommes noirs, notre pays est merdique depuis plusieurs années en particulier. Nos autorités ne font rien, elles ne font que voler et elles entretiennent à dessein l'insécurité, en sorte que c'est facile pour Donald Trump de dire « nous, on va protéger nos emplois, on va protéger la propreté sur notre territoire, on va protéger notre population contre des gens qui viennent et qui mangent nos animaux domestiques. » Vous vous souvenez de cette saga d'Haïtiens qui mangent les chiens et les chats. Au fait, tout ceci, pour ceux qui ont étudié en sciences politiques ou en droit ou en public management, tout ceci relève de ce qu'on appelle la fabrication d'un ennemi. En gros, il y a ce vieil adage qui dit « quand on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage ». Donc, Donald Trump, qui a besoin de donner de la viande rouge à son électorat pour prouver qu'il est tough,
pour prouver que lui, au moins, il protège sa population, pour prouver que lui, au moins, il ne laisse entrer sur le territoire américain que ceux qui l'aiment bien. Eh bien, pour lui, les Haïtiens constituent, je viens de le dire, une cible facile, une cible identifiable, une cible facile, et il n'a qu'à dire, regardez, j'interdis l'entrée sur le sol américain aux Haïtiens pour que ces électeurs soient contents. Et ça, j'avais dit depuis le mois de novembre dernier. Vous n'avez qu'à vous reporter à mon émission sur l'élection de Trump au mois de novembre 2024. Trump avait dit qu'il révoquerait ce qu'on appelle probablement par paresse intellectuelle le programme Biden. Il l'a fait. Un tribunal de première instance a bloqué sa décision. Et là, la Cour suprême vient de dire qu'il a le droit de le faire. Et ce que les gens doivent savoir, c'est que la politique étrangère aux États-Unis relève du Congrès américain et de la présidence. C'est vrai que cela nous dérange, cela me dérange, parce que je réfléchis en tant qu'humain, je réfléchis en tant qu'Haïtien. Ce programme Biden a permis à plusieurs individus de mener une vie décente, c'est-à-dire de travailler, de pouvoir se payer un loyer, de pouvoir prendre soin de leur famille sans dépendre de quelqu'un d'autre. En ceci, le fameux programme Biden fait du bien aux familles. On parle de plusieurs milliers d'individus qui ont pu bénéficier de ce programme Biden. Et lorsque Trump avait dit qu'il révoquerait ce programme, mais j'ai entendu des avocats dire, à tort, que Trump n'aurait pas le droit. La vérité, c'est que Trump a le droit. Il est le chef de l'exécutif et la politique étrangère d'un pays relève, dans le cas des États-Unis, du chef de l'exécutif et du Congrès. Au fait, c'est un résidu de ce qu'on appelle, ou de ce qu'on appelait autrefois, et que de ce qu'on continue d'appeler dans les systèmes juridiques britanniques, eh bien, les privilèges royaux. C'était le roi qui décidait des ressortissants qui pouvaient entrer sur le territoire. Eh bien, le président américain ainsi que le Congrès bénéficient de cela. Ce sont eux, ces deux entités-là, la présidence et le Congrès, qui décident de la politique étrangère. Et Trump, en tant que chef de l'exécutif, a le droit de dire « moi, tel programme, je vais y mettre un terme ». Bien sûr qu'on peut évoquer la question de la continuité de l'État. On peut dire que c'est le même État américain qui avait octroyé à ces Haïtiens-là un statut particulier. Ils ne sont pas entrés illégalement sur le territoire. Mais maintenant que Trump est à la tête de l'État américain, il a le droit de dire, mais écoutez, sans égard à ce que l'administration précédente avait fait, moi, je peux mettre un terme au programme. Donc après tout ce débat, tout ce balai juridique, nous avons bien vu que la Cour suprême a dit, écoutez, il a le droit de mettre un terme à ce programme ce programme Biden. L'autre programme auquel Donald Trump est en train de mettre la hache, c'est le fameux programme TPS. Le fameux programme TPS, c'est un programme spécial que Barack Obama, de mémoire, avait mis en place pour permettre, à la suite du tremblement de terre de 2010, pour permettre aux Haïtiens qui n'avaient pas un statut permanent de continuer à vivre aux États-Unis sans s'inquiéter, le fameux TPS. Donc je pense que c'est un statut temporaire que Barack Obama avait conçu pour les Haïtiens, entre autres, question de leur permettre de rester au pays, même s'ils n'ont pas la résidence permanente, de même de quitter le territoire, etc. Eh bien, c'est le chef de l'exécutif qui l'avait mis en place, ici Barack Obama, de concert avec le Congrès, mais aujourd'hui, c'est aussi un autre chef de l'exécutif, Donald Trump, qui décide d'y mettre un terme, même si ça ne fait pas plaisir
aux Haïtiens qui sont victimes de la suppression de ce programme, mais c'est un état de droit quand même. C'est-à-dire, puisque le droit de l'immigration, encore une fois, c'est un droit de compétence partagée entre le Congrès et la présidence et l'exécutif, eh bien Donald Trump a le droit, tout à fait le droit, de supprimer, n'est-ce pas, le TPS. Évidemment, les avocats vont retourner en cours pour dire, écoutez, il y a là probablement un abus de droit, le droit doit être prévisible, enfin des arguments du monde de la basoche. L'exécutif avait accordé à ces gens-là un statut temporaire jusqu'à telle date, et qu'un minimum voudrait qu'on puisse supprimer le programme à l'expiration de ces statuts-là. Oui, on peut plaider cela, mais à la fin de la journée, Donald Trump ira devant la Cour suprême qui va redire ce qu'elle a dit dans d'autres domaines, à savoir que, eh bien, le droit de l'immigration, la politique étrangère relève de l'exécutif et du Congrès américain. La mauvaise nouvelle pour les Haïtiens, c'est que là non plus, ils n'ont pas d'alliés. C'est que les deux chambres du Congrès américain, c'est-à-dire ce qu'on appelle à proprement parler les congressmen, l'équivalent de nos députés et les sénateurs, eh bien, ils sont majoritairement républicains. Et pourquoi provoquerait-il une guerre contre Donald Trump pour sauver le statut temporaire de quelques Haïtiens? Donc malheureusement, pour les Haïtiens, là encore, ils vont être perdants. Bien sûr que une cour de première instance peut retarder la décision, c'est toujours comme cela. Un juge de première instance, c'est un peu son travail de dire, écoutez, on suspend cette décision jusqu'à ce qu'on aille dans le fond des choses. Eh bien, les avocats de Donald Trump, qui sont les avocats de l'État, Donald Trump détient les leviers les plus puissants en ce qui a trait à la politique étrangère, eh bien, ces avocats vont déférer la cause devant la Cour suprême, et la Cour suprême va rappeler ce principe constitutionnel qui est un résidu des fameux privilèges royaux. Eh bien, la Cour suprême va dire oui, le chef de l'exécutif, le président, a le droit de supprimer un programme d'immigration. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. Bon. Tout ceci consiste à vous dire une seule chose. Un visa, c'est une courtoisie. Un État a pour mission de gérer son territoire. Gérer le territoire signifie décider de qui peut rentrer sur le territoire, qui peut y rester, qui doit laisser ce territoire et à quelles conditions. La vérité, c'est que le délabrement de notre pays d'origine est tel qu'on a fini par croire qu'on a un deuxième pays, qui est, dans ce cas précis, les États-Unis, et qu'on a le droit d'aller aux États-Unis. Non, on n'a pas le droit d'aller aux États-Unis. C'est une courtoisie. Puisque le Canada, puisque les États-Unis et Haïti ont une très longue histoire d'immigration, en particulier depuis que les Américains sont entrés chez nous en 1915 et qu'ils ont commencé à déstructurer notre culture, à démanteler notre économie, nous avons pris la fichue habitude de croire que si ça va mal chez nous, nous pouvons quand même nous réfugier ailleurs, en particulier chez les Américains.
La vérité, c'est que nous n'avons jamais été les bienvenus chez les Américains. Moi, j'ai encore à la mémoire, je venais d'arriver au Canada, cette fameuse fausse histoire qui relève encore de la fabrication de l'ennemi. Eh bien, fausse histoire au terme de laquelle les Américains, l'État américain, avait mis sur le dos des Haïtiens le fameux sida, qu'on appelait les 4 H. L'un des H ici était pour les Haïtiens. Et en ce moment-là, souvenez-vous, n'est-ce pas, nous sommes à la fin des années 80, début des années 90, eh bien, des étudiants américains crachaient sur les étudiants haïtiens. De jeunes étudiants haïtiens ne pouvaient même plus fréquenter des écoles sans être intimidés. Les Américains refusaient d'aller voir des médecins haïtiens. Et dans des hôpitaux, les infirmières haïtiennes étaient ostracisées au nom du fait que, eh bien, les Haïtiens étaient porteurs du sida. Et l'un des plus illustres chanteurs haïtiens, Ansi Desroses, n'est-ce pas, avait mis cela en chanson. Il avait chanté le fameux, n'est-ce pas, Dié enragé, hein, parce que le département des drogues, le département qui régit, le département américain qui régule les questions de maladies et de remèdes aux États-Unis, nous avait mis cela sur le dos. Et là, Ansi Desroses a chanté FDA ou enragé. Bon, voilà. Donc, ceci pour dire que Donald Trump a le droit d'interdire l'entrée sur le territoire américain aux Haïtiens. Il peut évoquer les causes qu'il veut. Il peut dire dans notre cas que l'État haïtien ne fait pas son boulot et qu'on n'est pas sûr de l'identité réelle de ceux qui arrivent chez nous, parce que l'État n'a aucun moyen de savoir les gens à qui on délivre un visa s'ils sont des terroristes. Il évoque dans le cas de ce décret une autre raison. Ils disent, écoutez, les Haïtiens ont la fichue habitude de rester au-delà du terme de leur visa. Vous savez, même si vous avez un visa de 5 ans, eh bien, dans le cas du Canada, vous n'avez pas le droit de rester plus que 6 mois parce que c'est un statut temporaire. Si vous devez rester plus que 6 mois, vous devez proroger votre statut. Bien, 9 fois sur 10, nous ne le faisons pas. Et les chiffres que Donald Trump évoque disent, écoutez, 33% des Haïtiens qui détiennent le statut, ou à peu près temporaire aux États-Unis, eh bien, restent au-delà de leur statut. Et donc, pour toutes ces raisons, il dit, moi, à partir de maintenant, j'interdis l'entrée au territoire américain aux Haïtiens. Bon. Maintenant, vous notez que Donald Trump fait plus de bruit qu'il n'agit. Si vous prenez le temps d'analyser ce décret, substantiellement, il est en train de dire qu'à partir du 9 juin, on n'émettra plus de visa à de nouveaux demandeurs. Le décret précise, si vous avez déjà un visa américain, vous allez pouvoir venir, sauf qu'au moment du renouvellement du visa, on ne va pas vous l'accorder. Si vous êtes résident aux États-Unis, même si vous êtes ressortissant haïtien, parce que vous avez encore un passeport haïtien, vous allez pouvoir venir. Et le décret se donne une petite marge. Il dit, écoutez, on peut toujours octroyer un visa aux Haïtiens dans la mesure où ceux à qui on octroie ce visa, eh bien, représentent un intérêt pour les Américains. Donc, vous voyez, les anglo-saxons disent toujours que le diable est dans les détails, en sorte que c'est l'effet, enfin, ceux qui étudient en communication vous parleront de l'effet performatif du langage. Il dit, on interdit au territoire américain, on interdit l'entrée au territoire américain à un certain nombre de nations, dont les Haïtiens. Puis tout le monde panique. Mais quand tu regardes, Donald Trump dit une seule chose. À partir du 9 juin dernier, si vous n'avez pas eu de visa pour venir aux États-Unis, vous n'en aurez pas. À partir du 9 juin dernier, si vous avez eu jusque-là un visa, si vous avez un visa valide, vous pouvez continuer à venir, sauf qu'à son renouvellement, on ne vous l'accordera pas, à moins que
le consul soit convaincu que vous l'accordez représente un intérêt pour les États-Unis. Au fait, quand vous enlevez toutes les conditions, finalement, Donald Trump is a taco. Donald Trump always chickens out. Donald Trump, en bon créole, c'est gros vent, la pluie. Il parle beaucoup, mais il fait peu. Pourquoi? Parce que les gens qui le suivent ont besoin de viande rouge. Les gens qui le suivent ont besoin d'un discours, n'est-ce pas, qui résonne. Et là, il dit, j'interdis l'entrée aux États-Unis à un certain nombre de nations, dont les Haïtiens. Fine. Sauf que, je vous le dis, ça c'est mon domaine. Ce que Donald Trump dit qu'il va faire, le Canada le fait depuis au moins 1 an. C'est-à-dire, le Canada dit il y a un certain nombre de pays auxquels je n'accorderai plus beaucoup de visas. Et savez-vous quoi? Les Haïtiens, malgré le fait que Haïti a une longue histoire d'immigration avec le Canada, les Haïtiens subissent cela au Canada. Si vous êtes Haïtien et que vous demandiez un visa pour venir au Canada, bonne chance. Le Canada vous fait tant d'exigences en termes de biens en Haïti. Vous devez prouver que vous avez des biens en Haïti. Vous devez prouver que vous avez un compte bancaire garni. On ne le dit pas, mais c'est autour de 20 000 $ canadiens. Alors dites-moi, combien d'Haïtiens aujourd'hui peuvent se targuer d'avoir des biens, d'avoir une maison, d'avoir des terres? Combien d'Haïtiens peuvent-ils se targuer aujourd'hui d'avoir l'équivalent de 20 000 $ sur leur compte bancaire? Et il ne suffit pas de le dire. Eh bien, l'agent d'immigration du Canada appelle la banque pour s'assurer que le document est authentique. Que remarquez-vous? Ce que Trump a dit qu'il va faire, le Canada le fait déjà, sauf qu'il le fait sans le dire. Ce qu'il faut retenir, c'est que les Haïtiens ne sont les bienvenus nulle part. Pourquoi? C'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Très longue introduction pour démystifier ce qui est dit, ce qui est fait dans les médias. À peu près personne ne prend le temps de lire le décret, mais quand vous prenez le temps de le lire, le langage juridique, c'est un langage assez ésotérique pour ceux qui n'étudient pas en droit. Quand vous prenez le temps de le lire, d'en faire l'exégèse, n'est-ce pas, d'en faire une bonne herméneutique, Trump dit essentiellement ceci: si vous avez déjà un visa, vous pouvez continuer à venir. Lors du renouvellement, ce n'est pas sûr qu'on va vous l'accorder. Si vous n'avez pas de visa du tout, parce que vous êtes haïtien, vous n'en aurez pas, à moins que le consul soit convaincu que votre venue au Canada, enfin aux États-Unis, représenterait un intérêt pour les États-Unis. En gros, Donald Trump parle beaucoup, il fait peu. Alors que le Canada, à contrario, ne dit rien, mais il fait pire que Trump. Il accorde un festival, je dis bien, un festival de refus aux Haïtiens qui veulent venir au Canada, à moins qu'ils aient beaucoup de biens, à moins qu'ils aient un compte bancaire garni, ce que 95, sinon 97% des Haïtiens n'ont pas. Voyez-vous, les pays occidentaux sont comme une meute de hyènes. Ils volent, ils assassinent en meute. Sauf que Trump parle fort et fait peu, le Canada ne parle pas et fait beaucoup. Mais beaucoup dans le sens du mal aux Haïtiens. On s'arrête ici, vous connaissez le rituel. Offrez-vous une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café. On va se dire les vraies affaires, comme à chaque dimanche matin. À tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le Monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Au fait,
avant la pause, on s'était promis de démystifier ce décret de Trump. Savez-vous pourquoi ce décret de Trump a eu cet effet d'un orage dans un ciel bleu? C'est l'état de délabrement de notre pays. Le pays est tellement cassé, le tissu social haïtien est tellement déchiré, les autorités haïtiennes en sont venues à un point tel où elles n'offrent plus aucun espoir à la population haïtienne, à la jeunesse haïtienne. Il en résulte que, mais tout le monde dit, puisque Haïti n'offre plus rien aux Haïtiens, la seule option qu'il nous reste, c'est de quitter Haïti. Et laissez-moi vous le dire, hein, ça n'a pas toujours été ainsi. Le CIDICA, qui est un centre de documentation et de recherche sur les pays de la Caraïbe, et en particulier sur Haïti, dirigé par l'ami Franz Voltaire, avait publié un épais dossier sur l'histoire de l'immigration, enfin de l'émigration haïtienne. Et j'ai trouvé ça tellement édifiant de réaliser qu'une fois de plus, l'haïtien n'a pas toujours aimé laisser son pays. La semaine dernière, on comparait le foutu avant-projet merdique de Enex Jean-Charles et de ses suppôts à la première constitution d'Haïti, la constitution impériale de 1805. Vous notez que l'empereur bien-aimé punissait de mort, punissait de perte de citoyenneté haïtienne ceux qui laissaient le pays, parce que l'haïtien, jusqu'en 1915, n'avait pas le réflexe de laisser le pays. Moi, dans mon enfance, je chantais « Haïti chéri, pi bon pays, passé où n'en point ». Haïti chéri, il n'y a pas de meilleur pays que toi, sauf qu'il faut t'avoir laissé pour le savoir. Faut que moi t'as quitté pour moi te connais valer. Et donc, ce fameux dossier du CIDICA auquel je réfère rappelle que ce sont les Américains qui ont instillé chez l'Haïtien, qui ont inoculé chez l'Haïtien le désir de laisser son pays. Dans quel but les Américains avaient fait cela? C'était pour faire d'Haïti une main-d'œuvre taillable et corvéable à merci, dans un premier temps pour les pays de la région et plus tard pour tous les pays du monde. Ils ont commencé à nous forcer à nous rendre en République dominicaine pour aller couper de la canne à sucre. Hein. C'est les Américains qui ont commencé cela. Pour quelles raisons nous forçait-il la paysannerie haïtienne à laisser Haïti pour aller couper de la canne en République dominicaine? C'est parce que les plantations de canne à sucre en République dominicaine appartenaient à de riches hommes d'affaires américains qui avaient besoin de main-d'œuvre, n'est-ce pas, à bon marché. Et puisque les Dominicains, n'est-ce pas, ne connaissaient pas cela, les Dominicains étaient réticents à le faire, eh bien, les Américains ont commencé à déporter massivement, de manière indiscriminée, disent-ils en anglais, à déporter les Haïtiens vers la République dominicaine. Ils ont fait la même chose pour Cuba, parce que juste avant la révolution de 59 de Castro, eh bien, Cuba, c'était, si vous voulez, un pays satellite pour les Américains. On y pratiquait la débauche, on y pratiquait l'orgie, on y pratiquait, n'est-ce pas, toutes sortes de choses que la loi américaine interdisait. Et donc, on déportait à Cuba. Les Américains déportaient massivement les Haïtiens vers Cuba, là encore pour aller travailler dans des champs de bananes, dans des champs de canne à sucre, parce que c'est les hommes d'affaires américains qui possédaient les biens là-bas. Avec la crise du sucre 1928-1929, les Haïtiens n'avaient plus rien à faire à Cuba. Ils retournaient en Haïti, mais les Américains ne voulaient pas que ces Haïtiens-là retournent en Haïti. Alors, ils ont commencé à forcer l'émigration haïtienne vers des pays de la région, comme la Martinique, comme la Guadeloupe, etc. Entre-temps, on rendait ce pays de plus en plus chaotique.
Et donc vous notez que ce réflexe qui consiste à penser que mais il n'y a pas d'avenir en Haïti et que si l'on veut vivre une vie décente, il faut absolument laisser Haïti vers partoutville. Ce sont les Américains qui nous l'ont inoculé. Et là encore, la majorité des Haïtiens restaient viscéralement attachés à leur terre. Je vais vous raconter une histoire personnelle, une histoire familiale. J'ai des oncles qui sont établis au Canada avant même que je ne fusse né. Moi, j'ai des oncles, des frères, de grands frères de ma mère que j'ai rencontrés seulement ici. Et je n'oublierai jamais, lorsque mes oncles, après ma naissance bien sûr, ont voulu accorder la résidence permanente à ma mère et à moi-même. Ma mère disait non, mon fils est trop jeune, je ne veux pas qu'il vienne en terre étrangère parce que les valeurs sociales du Canada ne sont pas celles que je veux inoculer à mon fils. Ma mère a dit non. Et là, je vous le dis, nous sommes dans les années 70. Bon, l'un de ses oncles, donc l'un de mes oncles, avait un fils en Haïti, mon cousin, qui l'a fait venir, n'est-ce pas, au Canada. Mon cousin avait essentiellement le même âge que moi. Savez-vous quoi? 15 ans plus tard, malheureusement, il a été déporté par le Canada vers Haïti. Savez-vous pour quelle raison? Parce que, hélas, mon cousin a été intimidé dans des cours d'école par des Blancs. Il a été recruté par des gangs et la police l'a arrêté, l'a emprisonné. Et après un certain nombre d'emprisonnements au Canada, le même Canada qui est responsable de sa criminalisation, mon cousin est parti jeune à 9 ans, le même Canada l'a déporté à 25-30 ans. Malheureusement, il est mort en Haïti. Ma mère avait dit, non, je ne veux pas laisser Haïti, je ne veux pas que mon fils y aille non plus, je veux que mon fils y aille. Après qu'il aura fini ses études secondaires classiques, là, il ira là-bas en tant qu'adulte. Et franchement, ma mère n'a pas perdu au change. Je suis arrivé ici sur mes 19 ans et je remercie tous les jours ma mère d'avoir eu cette intuition qui consistait à dire « Je ne veux pas que mon fils vienne trop jeune ici, pour qu'il ne soit pas exposé aux mauvaises influences du Canada. » Et Dieu sait qu'il y en a de mauvaises influences. Mais je vais vous parler de ma grand-mère. Je vous ai dit que j'ai des oncles qui sont arrivés ici bien avant ma naissance. Eh bien, ma grand-mère, qui est une dure à cuire, une vraie haïtienne trempée d'idéologie christophienne, n'a jamais voulu venir au Canada. Elle n'a jamais laissé Haïti. Mes oncles ont fait pour elle une demande de résidence permanente qui a été approuvée. Lorsque mes oncles pensaient que ma grand-mère allait venir, savez-vous ce qu'elle a fait? Je vous fais un aveu. Ma grand-mère a fait venir une voisine à sa place, qui est morte. Savez-vous ce que ma grand-mère disait à sa voisine? Moi, mes enfants sont déjà à l'étranger, ils vont pouvoir assurer leur avenir, mais vous, là, vous avez beaucoup d'enfants et puis les choses sont difficiles pour vous, venez à ma place. En ce moment-là, le Canada ne vérifiait pas trop les papiers d'identité. Eh bien, la voisine de ma grand-mère est venue à sa place en son nom et, heureusement, elle a fait venir ses nombreux enfants qui aujourd'hui ont de nombreux petits-enfants. Leçon à retenir, ma grand-mère, malgré le fait que ses enfants vivaient au Canada, n'est jamais venue. Elle a choisi de ne jamais venir et elle est morte nonagénaire. Et ma grand-mère est allée à l'hôpital de toute sa putain de vie, enfin de toute son heureuse vie, aurais-je dû dire, 1 ou 2 fois. Parce qu'elle avait un problème au niveau de l'œil, elle devait voir un médecin. Ma grand-mère a mené une vie heureuse dans son Cap natal. On avait tout. On avait nos habitations en dehors du Cap, à Limonade. On y élevait des chevaux, on avait cette autarcie alimentaire, la nourriture nous arrivait de là. Et honnêtement, ma grand-mère est morte, je viens de le dire, nonagénaire, heureuse, sans avoir jamais mis le pied au Canada ni aux États-Unis.
Ma mère a insisté, malgré le fait que ses frères lui avaient offert à elle et à moi la résidence permanente. Ma mère avait insisté pour que je ne vienne pas avant l'âge adulte, pour éviter de mauvaises influences. Est-ce que j'ai gagné au change? Oui. Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Pourquoi je vous ai pris ces exemples-là? C'est pour vous qui écoutez aujourd'hui et à qui les autorités haïtiennes ont réussi à faire croire qu'il n'y a pas d'avenir en Haïti et que la seule option consiste à laisser le pays. C'est pour vous dire que ça n'a pas toujours été le cas. Quand on chantait dans notre enfance, Haïti chérie, puis bon pays passé ou non point, Haïti chérie, il n'y a pas de meilleur pays que toi, c'est vrai. C'est vrai. Haïti demeure le plus beau pays qui soit. Je peux vous en dire quelque chose, j'ai voyagé à travers le monde. Pourquoi avez-vous l'impression, vous qui vivez en Haïti, que c'est un mauvais pays? C'est parce que les ressources de ce pays sont détournées dans les comptes bancaires personnels des autorités. Les ressources de ce pays sont vendues pour des miettes aux compagnies étrangères. Eh bien, on finit par croire que ce pays-là n'offre plus rien à ses enfants, mais ce n'est qu'un mirage. Ce n'est qu'un problème d'optique. Haïti demeure le plus beau pays du monde. Alors, j'ai pris le temps de vous présenter cela pour vous dire que nous n'avons pas dans nos veines le réflexe de quitter Haïti. Non, ce sont les Américains qui ont instillé ceci en nous. Alors, quand les États-Unis décident de ne plus accorder de visa aux Haïtiens, oui, ça ébranle dans un premier temps, mais plutôt que de pleurnicher, plutôt que de paniquer, il y a peut-être là une opportunité. Il y a peut-être là une opportunité. Je vous le dis, c'est peut-être plus difficile à envisager, mais les États font leurs lois. Les parlements sont souverains dans leurs lois. Aujourd'hui, les États-Unis commencent à dire « je n'émettrai plus de nouveaux visas aux demandeurs haïtiens ». Notez qu'ils le font pour une dizaine d'autres pays. Le Canada, sans le dire, accorde un festival, n'est-ce pas, inflige plutôt un festival de refus aux Haïtiens. Il ne rend compte à personne, c'est son droit. Savez-vous pourquoi cela nous panique tant? C'est parce que, de un, on a réussi à nous faire croire que notre seul avenir se trouve en terre étrangère. C'est les États-Unis qui ont commencé cela et ils se sont alliés, les dirigeants haïtiens, qui ont détourné les ressources haïtiennes vers leurs comptes bancaires personnels et qui n'ont rien fait. Je vais vous prendre un certain nombre d'exemples. Tous les chefs d'État haïtiens qui ont volé, qui ont détourné des fonds publics, posez-vous la question suivante. Selon vous, où est-ce qu'ils ont mis leur argent? Michel Martelly, pour commencer par le plus récent, qui a volé, qui a détourné les fonds de Petro-Caribé. Selon vous, où se trouve son argent? En Haïti? Pas du tout. Son argent se trouve à la fois aux États-Unis et dans des comptes offshore. Laurent Lamotte, qui a volé l'argent d'Haïti, est-ce que vous pensez que son argent se trouve en Haïti? Non, son argent se trouve en terre étrangère. Posez-vous la question. René Préval, qui a vendu la présidence d'Haïti à Michel Martelly parce que les États-Unis avaient menacé de révoquer le fameux visa étudiant des enfants de sa femme. Parce que les États-Unis avaient menacé de saisir la maison de sa femme qu'elle venait d'acheter au comptant, qu'elle venait d'acheter cash en Floride. Pensez-vous que
l'ex-femme de, enfin la femme de l'ex-président René Préval, pensez-vous que son argent se trouve en Haïti? Non, mais son argent se trouve aux États-Unis. Demandez à Privert, qui a occupé la présidence temporaire d'Haïti pendant 12 mois, où se trouve son argent. Son argent ne se trouve pas dans des comptes bancaires d'Haïti. Son argent se trouve probablement dans un compte bancaire sous un autre nom en République dominicaine ou ailleurs. Qu'est-ce que vous devez retenir? C'est que, bien sûr, dans tous les pays du monde, il y a de la corruption. Au Canada, en ce moment, on est en train de... On a lancé une commission d'enquête sur un programme qui consistait à informatiser la requête des permis de conduire, un programme qui aurait dû coûter quelques millions de dollars, en est venu à coûter plusieurs milliards de dollars. Donc la corruption n'est pas, si vous voulez, réservée aux Haïtiens. La corruption se trouve partout. Sauf que dans des pays qui veulent combattre la corruption, on a des chiens de garde. Et quand il y a corruption, il y a une commission d'enquête, les policiers vont intervenir, les juges vont intervenir et vont envoyer en prison les pourris. Le problème en Haïti, c'est que tout le monde se complaît dans la corruption et personne ne punit la corruption. Au fait, pourquoi nous tenons tant à voyager ? Pourquoi nous tenons tant à laisser Haïti? Pourquoi plus aucun pays, n'est-ce pas, ne nous considère comme étant, n'est-ce pas, les bienvenus? Mais c'est parce qu'on se rend compte que nos autorités volent, nos autorités pillent, nos autorités détournent les ressources collectives pour entreposer leur argent chez eux. Et donc, il n'y a pas d'espoir pour nous parce que nos autorités volent, nos autorités pillent et elles le font impunément. C'est ce qui tue en Haïti. On vient de le voir avec le Canada. Il y a de la corruption partout. Mais quand il y a corruption, la police intervient, le gouvernement essaie de mettre un terme, les juges vont intervenir pour punir. L'affaire en Haïti, c'est que tout le monde se complaît de la corruption. Je suivais avec un haut le cœur le fait qu'une télévision d'Haïti a accepté d'inviter un ancien ambassadeur d'Haïti à Washington qui a été déclaré persona non grata parce qu'il vendait des passeports haïtiens aux Russes et aux Ukrainiens. Il vendait sur le territoire américain de faux passeports haïtiens. Il détournait des millions de dollars américains. Il est entré en Haïti. Haïti n'a jamais déclenché une enquête contre lui. Il jouit de son argent volé, son argent détourné en Haïti. Et le pire, les médias s'accommodent de sa présence. Ils se font payer pour l'inviter à des entrevues. Eh bien, quand vous êtes dans une telle situation où la corruption n'émeut plus personne, quand vous êtes dans une telle situation où la corruption devient monnaie courante, où faire de la corruption est synonyme d'être intelligent, mais ce n'est pas étonnant que la jeunesse pense que la seule porte qu'il lui reste, c'est de laisser le pays, alors que, je vous le dis, Haïti demeure le plus beau pays du monde. Alors que, je vous le dis, le meilleur pays pour les Haïtiens devrait être Haïti. Et si ce n'est pas le cas en ce moment, ce n'est pas la faute d'Haïti, c'est la faute des autorités haïtiennes. En fait, ce que Trump est en train de faire représente pour nous une opportunité. Une opportunité de nous réveiller pour nous dire, écoutez, les États-Unis disent qu'ils ne vont plus accorder de nouveaux visas aux Haïtiens. Le Canada n'accorde déjà plus de nouveaux visas aux Haïtiens. Est-ce que ça ne devrait pas être une opportunité pour nous de nous réveiller pour dire, voilà, puisque le plus beau pays, je vous le dis, je suis au Canada depuis 36 ans, je vous le dis, le plus beau pays du monde, c'est Haïti. J'ai voyagé à travers le monde, je persiste à vous dire que le plus beau pays du monde, c'est Haïti. Est-ce que c'est le pays qui offre les plus grandes opportunités à sa population? Non. Pas parce que ce pays-là n'a pas d'opportunités, mais c'est parce que les autorités haïtiennes ont détourné les ressources de ce pays vers leurs comptes bancaires personnels, pour leurs familles, pour leurs maîtresses, qui, elles, ces familles et ces maîtresses, vont profiter de ces biens à l'étranger. Entre-temps, ceux qui volent, ceux qui pillent, le font en toute impunité. Le dernier exemple, c'est Wendell Théodore,
qui invite 2 fois plutôt qu'une l'ancien ambassadeur voleur d'Haïti à Washington, M. Bolshit, 2 fois sur la chaîne de télévision, comme si de rien n'était. Quand la presse est complaisante, quand les juges sont complaisants, quand la population elle-même devient complaisante, eh bien que voulez-vous, on vole, on pille pour aller jouir de ces biens-là, soit en République dominicaine, soit aux États-Unis, jusqu'à ce qu'on réalise que non, il n'y a pas de pays alternatif, il n'y a pas de pays, n'est-ce pas, plan B, nous n'avons qu'un seul pays, nous devons faire en sorte que ce pays marche et redevienne une source d'opportunités pour tous ces enfants. J'ai commencé cette 2e séquence avec l'exemple de ma grand-mère, qui a toujours refusé de voyager. On n'était pas les plus riches du Cap, mais on a toujours mené une vie saine. Et je vous ai dit, ce n'est qu'en arrivant au Canada que je réalisais ce que c'était que la pauvreté. Quand j'étais jeune, je jouais au foot. Je n'avais pas de Nintendo, mais ça ne me manquait pas. Quand je grandissais comme jeune adolescent, je n'ai jamais vu la drogue ni la marijuana, ça ne m'a pas manqué. Qu'est-ce qui était important pour moi? C'était mes études. C'est comme ça que j'ai été élevé. C'était de me retrouver avec mes amis, pas pour aller voler, pas pour aller me droguer, pas pour apprendre une arme, n'est-ce pas, qui tue, pour la tourner contre la population. C'était les études, nos sains amusements, jusqu'à ce qu'on devienne adulte. Ceci est encore possible. Regardons maintenant en quoi l'interdiction aux Haïtiens d'entrer sur le territoire américain, ce que le Canada fait déjà, sans le dire, regardons en quoi cela peut constituer une opportunité pour nous. Voyons, si on avait un véritable État, ce qu'on pourrait faire. À tout à l'heure, les amis. Quand on est initié, ce qui est convoqué, c'est à la fois l'aspect symbolique, mais aussi l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le vaudou, elles ont toujours un lien avec le fait de se perfectionner soi-même et de travailler avec les éléments de la nature visibles et invisibles. Quand on parle de vaudou et qu'on vous pose la question, quelle est la définition que vous donnez du vaudou? Alors, ma définition, qui est assez personnelle, elle consiste à dire que déjà, pour moi, ça n'est pas une religion. Parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête, qui m'a beaucoup marquée, qui était de dire « Le vaudou, je n'y crois pas, mais ça existe. Croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit. C'est la religion, la croyance, la foi. Et ça existe, c'est cette relation au monde, cette relation en système, à la nature, aux ancêtres et à l'invisible. Donc pour moi, la définition du vaudou, finalement, c'est une vision du monde intégrée. Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débités au sujet du vaudou, je vous propose une trilogie fondamentale. Vaudou, je me souviens, et si les lois n'étaient pas les diables, et enfin, Vaudou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Ces 3 livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfils-aimé.com ou sur amazon.ca. Une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale. Au fait, l'annonce de Trump pourrait constituer pour nous une opportunité. Vous savez, dans le mandarin, j'aime à le rappeler, c'est d'ailleurs même ma devise personnelle, le même mot qui signifie crise dans le mandarin signifie aussi opportunité. J'ai eu une camarade de classe chinoise et qui m'a appris ce mot. Et tiens, j'ai dit, je ne savais pas. Bon. J'en ai parlé dans mon livre « Les musulmans au Québec ». Donc le même mot que l'on traduit par crise dans le mandarin peut être aussi traduit par opportunité. Au fait, et c'est ma philosophie de vie personnelle, derrière chaque crise se cache une opportunité. Les pessimistes vont voir la crise, des optimistes irréductibles comme moi vont chercher
l'opportunité. Au fait, ce que Trump fait là pourrait constituer pour nous une opportunité. L'annonce de Trump révèle, comme si c'était nécessaire, notre faiblesse. Notre faiblesse à nous, les Haïtiens, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parlons parce que c'est plus facile pour moi de commencer par l'extérieur. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce que Trump fait là et ce que fait déjà le Canada depuis plus d'1 an, c'est-à-dire interdire à toute fin pratique l'entrée au Canada et aux États-Unis aux nouveaux ressortissants haïtiens, eh bien, ce que Trump fait là révèle notre faiblesse organisationnelle. Je vous ai dit, je suis un expert en public management. Vous savez qu'avant qu'un État de droit prenne une loi, avant qu'un État de droit ne passe un décret, l'une des premières étapes par lesquelles un décret ou un projet de loi passe, c'est l'étude de l'impact de cette loi ou de ce décret sur la population. Exemple, un gouvernement qui va publier un décret, un gouvernement qui va déposer en chambre un projet de loi, doit d'abord se poser la question à savoir quel type d'impact ce décret ou cette loi va avoir sur sa population. Au fait, ce que Trump fait, et ce que fait déjà le Canada depuis plus d'1 an, c'est-à-dire interdire à toute fin pratique l'entrée sur le territoire américain et canadien aux Haïtiens, cela révèle d'abord la faiblesse des Haïtiens de l'extérieur. Imaginez que nous sommes établis au Canada depuis les années 1940. Les Haïtiens sont établis au Canada depuis les années 1940, peut-être même 1920. Les Haïtiens ont commencé à venir aux États-Unis depuis au moins le premier quart du siècle dernier. Donc, après tout ce temps d'établissement aux États-Unis et au Canada, n'était notre faiblesse organisationnelle un gouvernement, soit américain ou canadien, ne pourrait jamais, soit subtilement par la pratique ou officiellement par un décret, prendre une décision en matière d'immigration qui affecterait les Haïtiens sans se poser d'abord la question de l'impact en termes de représailles des organisations haïtiennes par rapport à cette loi. Ça prouve que l'Haïtien, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur, demeure faible. Parce que l'Haïtien n'a pas le sens de l'organisation. J'ai un ami qui dit « Haïtien agite un couti cabrit ». Vous voyez, nous votons comme des chèvres, nous agissons comme des poules. Tout ce qui nous intéresse, c'est le succès individuel. Marjorie, Michel, c'est la première femme noire à être ministre de la Santé. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce que ça va faire pour moi? Rien. Qu'est-ce que ça va changer à ma fortune? Rien. Qu'est-ce que ça va changer à la situation des Haïtiens? On s'en fout de ça. Donc l'idée de dire qu'elle est la première haïtienne, on s'en fout. L'idée de dire que Dany Laferrière est le premier machin, on s'en fout. L'idée de dire que Michaël Jean est la première gouverneure, mais qu'est-ce qu'on s'en tape? Nous sommes faibles, organisationnellement parlant. Si Donald Trump savait qu'il aurait en face de lui des organisations haïtiennes solides, des associations d'avocats haïtiens, des associations, n'est-ce pas, d'architectes haïtiens, des associations d'infirmières haïtiennes, des associations de médecins haïtiens, des associations de professeurs haïtiens, il aurait pensé à son décret 2 fois. Car il se serait dit, ah, ces gens-là financent mon parti. Ces gens-là peuvent mobiliser leur communauté contre moi, je ne vais pas le faire. Au fait, avant de penser à l'Haïtien d'Haïti, je dois penser, moi, Haïtien établi au Canada depuis 36 ans, je dois penser déjà à notre faiblesse organisationnelle en tant qu'Haïtien à l'étranger. Nous avons toutes sortes d'associations qui font plein de bruit, associations des ingénieurs, associations des avocats, associations des ceci, associations des cela. Bref, ça rapporte quoi? Rien, de point de vue organisationnel. Bien sûr, je sais que l'association des médecins haïtiens peuvent se rendre en Haïti et offrir des consultations gratuites à des Haïtiens qui n'ont jamais vu des médecins. Bravo. Je sais que l'association des infirmières peuvent se rendre dans certains endroits et offrir des médicaments. Fine.
Moi, je parle de point de vue politique. Si vous n'êtes pas organisé politiquement, vous pouvez faire autant de bien que vous pouvez socialement, ça n'aura pas l'impact durable qu'il faut, parce que quand on ne s'occupe pas de la politique, c'est la politique qui s'occupe de nous. Le pire, nous sommes à ce point divisés, nous sommes à ce point mesquins en tant que communauté que même lorsque nous avons des organisations qui sont établies depuis 50 ans, depuis 60 ans, si vous regardez les conseils d'administration de ces organisations-là, c'est les mêmes foutues têtes qu'on retrouve depuis 30-40 ans, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus faire cela parce qu'on est malade, parce qu'on ne peut plus se déplacer. Alors là, on va placer nos enfants, on va placer une amie. Donc, ce que Trump fait là, c'est une belle opportunité pour nous de réaliser que, waouh, mais nous sommes politiquement faibles. D'un point de vue organisationnel, nous n'avons aucune organisation haïtienne en terre étrangère qui puisse constituer une force de frappe telle qu'avant qu'un président ou un sénateur ou un premier ministre, dans le cas du Canada, passe une loi qu'il y pense à 2 fois parce que la communauté haïtienne va réagir politiquement de manière cohérente. Non. Les Haïtiens du Canada vont voter comme des imbéciles à chaque fois pour des libéraux. Quand vous regardez pour quelle raison, c'est parce que les libéraux vont accorder une subvention à telle organisation haïtienne. C'est uniquement pour ça. Ils vont voter pour les libéraux parce qu'ils disent « Ah ouais, nous avons peur des conservateurs. » Mais tenez, quand vous faites le bilan de ce que les libéraux vous ont fait pendant les dernières années, vous perdez au change. Au fait, votre vote, vous devriez y penser à chaque élection. Le politicien doit savoir, si je ne donne pas ceci, si je ne donne pas cela à la communauté, je risque de perdre son vote. Donc, ce que Trump fait là, et ce que le Canada fait sans le dire, révèle notre faiblesse organisationnelle en terre étrangère. Et je le dis pour les Haïtiens d'Haïti, ne pensez pas que parce que nous, les Haïtiens, nous sommes en terre étrangère, nous sommes mieux organisés, non. En général, l'Haïtien qui arrive en terre étrangère garde les mêmes vieux réflexes de l'Haïtien d'Haïti. Il n'a pas le sens du commun, il a le sens identitaire seulement le 1er janvier pour boire sa soupe, ou le 18 mai pour si vous voulez, s'habiller du drapeau haïtien. Mais s'agissant de s'organiser pour avoir une force de frappe politique continue et durable, nous n'avons pas ce réflexe. Donc, honte à nous. Donc, ce que Trump fait là révèle nos faiblesses organisationnelles. Mais d'où cela, selon vous, nous vient? Cela nous vient de l'école haïtienne. J'aime à le dire, j'ai fait de la maternelle jusqu'à la fin de mes études secondaires classiques en Haïti. Jamais m'a-t-on appris à faire un travail en équipe. Je ne sais pas ce que c'est qu'un travail en équipe. Je l'ai su seulement en arrivant ici. Eh bien, quand vous allez à une école qui vous apprend à travailler seul, mais vous finissez par fonder un parti politique seul avec votre femme et vos enfants. Et lorsque vous ne pouvez plus, n'est-ce pas, agir à titre de secrétaire général de ce parti, qu'est-ce que vous faites? Vous le passez à votre maîtresse, vous le passez à votre femme, vous le passez à vos enfants. Si vous regardez bien, précisément ce comportement qu'on trouve, n'est-ce pas, dans les partis politiques, c'est ce comportement-là qu'on trouve dans les églises, qu'on trouve dans les organisations. Le pasteur reste à la tête de son église jusqu'à ce qu'il ne puisse plus faire son blablabla. Et lorsqu'il réalise qu'il ne peut plus raconter ses conneries sur Dieu, sur Satan, eh bien, il va passer l'église à son fils, à moins qu'entre-temps, il y ait un coup d'État par les membres du comité. Nous sommes malades. Nous n'avons pas le sens organisationnel. Nous n'avons pas le sens du bien commun. Nous n'avons pas le sens identitaire. Et savez-vous qui est responsable de cela? L'école. L'école continuera à former des Haïtiens qui s'intéressent uniquement à leur succès personnel jusqu'à ce qu'on ait une véritable école haïtienne. Mais ce n'est pas avec Antoine Augustin qu'on va avoir ça. Antoine Augustin a passé les 40 dernières années à prêcher sur tous les toits qu'il nous faut une nouvelle école. Mais ça fait 1 an qu'il est ministre. Que faut-il? Rien. D'où l'autre constat. Nous avons une crise d'hommes en Haïti. Nous avons une crise d'hommes.
Le problème, ce n'est pas le pays. Je continue de vous le dire, c'est le plus beau pays. Avec les plus belles plages, Haïti a des ressources suffisantes pour nourrir ses 10 ou 12 millions d'habitants. Nous n'avons pas un problème d'exiguïté de territoire, nous n'avons pas un problème d'eau, nous n'avons pas un problème machin de ressources, nous avons un problème d'hommes, nous avons un problème d'élite. Les gens qui parviennent au pouvoir en Haïti le font pour combler leurs besoins de faim. Regardez, vous avez là 9 imbéciles, 9 guignols au pouvoir. Que font-ils depuis un an? Ils volent, ils sont tous des voleurs. Que font-ils depuis un an? Ils placent leurs femmes, leurs maîtresses, leurs cousins dans les missions diplomatiques. Que font-ils depuis un an? Mais ils gaspillent les ressources de l'État. Ils ne foutent rien. Le pire, c'est que si vous les chassez, ce que je recommande, pour les remplacer par d'autres, ceux qui vont les remplacer vont voler exactement de la même manière. Savez-vous quoi? Parce que nous avons un problème d'hommes en Haïti. Les gens qui prennent le pouvoir n'ont pas une conception saine du pouvoir. Ils ne réalisent pas que le pouvoir est un service. Quand je quémande, quand je sollicite un mandat public, je devrais le faire pour rendre service, non pas pour me servir. Imaginez que Fritz Jean avait fait une visite officielle à la Jamaïque. Je dis visite officielle en tant que coordonnateur de la présidence. Il a amené son fils ou bien sa fille. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de cela? Ce n'est pas un voyage familial, vous ne partez pas en vacances. Voyez-vous, ça révèle la conception de la politique haïtienne. Fritz, c'est quelqu'un qui a déjà été gouverneur, c'est quelqu'un qui est un économiste, donc qui sait ce que c'est que la gestion, mais dès qu'il parvient au pouvoir, il oublie tout ce qu'il a appris à l'université. Il dit, moi, je parviens au pouvoir pour m'assurer de ne plus jamais manquer d'argent, de ne plus jamais manquer de gaz dans ma génératrice, de ne plus jamais manquer de carte d'appel pour mon téléphone. Je me remplis les poches comme les autres. Donc, nous avons un problème d'hommes. C'est ça, Haïti. Donc, ce n'est pas parce que Haïti est pauvre. Haïti n'est pas pauvre du tout. Il est appauvri. On nous fait croire qu'il est pauvre. Nous avons un problème d'élite, des gens qui n'ont aucune identité nationale, des gens qui n'ont aucune conviction patriotique et qui volent pour se remplir les poches. Vous allez voir, après ces quelques mois qu'ils auront passé au pouvoir, les 9 voleurs qu'on a au pouvoir n'auront plus aucun problème d'argent. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont parvenus au pouvoir. Ceux qui sont au gouvernement, avec, n'est-ce pas, Alix Didier Fils-Aimé, ils n'ont qu'un seul mobile, m'assurer de ne plus retourner au chômage, m'assurer de ne plus avoir faim, m'assurer de ne plus manquer, n'est-ce pas, du primum vivere. Eh bien, quand vous avez un pays dont le seul mobile des dirigeants consiste à voler, à piller, à détourner les ressources publiques, eh bien, aucun pays du monde ne continuera à nous accueillir. Au fait, moi, quand j'étais jeune, ce qu'on dit aujourd'hui des Haïtiens, c'est des Juifs qu'on le disait. Quand quelqu'un était SDF, ça veut dire sans domicile fixe, on l'appelait Juif errant. Mais on peut remplacer aujourd'hui le terme Juif errant par Haïtien errant. L'Haïtien se rend n'importe où sauf en Haïti alors qu'il a un beau pays. Pourquoi ne réalise-t-il pas qu'il a un beau pays? Parce que les autorités haïtiennes, ce sont des autorités qui pillent, qui volent, qui ne foutent rien. C'est ça le problème, les amis. Si on avait des autorités dignes de ce nom, voici ce qu'on pourrait faire. La première chose qu'on ferait, on convoquerait l'ambassadeur américain pour explication. Expliquez-nous pourquoi, désormais, malgré le fait que nous avons des relations diplomatiques, malgré le fait que nous avons des relations amicales, suivez mon regard, pourquoi interdisez-vous à mes ressortissants d'entrer chez vous? Et là, il sortirait son baratin. La deuxième chose qu'on ferait, après avoir convoqué l'ambassadeur des États-Unis à la chancellerie, on rappellerait notre ambassadeur pour consultation. Ça, c'est les premiers signaux qu'on envoie en diplomatie.
La troisième chose qu'on ferait, on imposerait aussi désormais des visas à tout ressortissant américain. Tous ceux qui détiennent un passeport américain et qui n'ont pas l'origine haïtienne seraient obligés de demander un visa. Et la troisième des choses, la quatrième des choses, savez-vous, cette chose-là, je l'avais dite depuis juillet 2021. J'avais dit qu'Haïti ne serait jamais en paix aussi longtemps que l'ambassade américaine siégerait sur son territoire. La quatrième chose qu'on ferait, c'est de rompre les relations diplomatiques avec les États-Unis et d'octroyer 30 jours maximum à tout le personnel de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, 30 jours pour laisser le pays. Et là, je vous le dis, je vous regarde dans les yeux pour vous le dire, vous réaliseriez que vous êtes plus important en tant qu'Haïtien pour les États-Unis qu'Haïti, que les États-Unis ne sont importants pour nous. Je vais reprendre cette phrase. Je reprends la séquence. La première chose qu'on ferait, on convoquerait l'ambassadeur américain à notre chancellerie pour explication. Il tenterait de nous baratiner. Un diplomate est là pour faire son baratin. La deuxième chose qu'on ferait, on rappellerait notre propre ambassadeur à Washington pour consultation. 2. La troisième chose qu'on ferait, on suspendrait ou bien on romprait littéralement nos relations diplomatiques avec les États-Unis d'Amérique. Et quatrièmement, on octroierait 30 jours au personnel de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince pour laisser Haïti. Là, vous réaliseriez que nous sommes plus importants pour les États-Unis que les États-Unis ne sont importants pour nous. Savez-vous pourquoi? Les États-Unis ont, dans les locaux de leur ambassade à Port-au-Prince, toute la technologie qu'il faut pour suivre toutes les conversations d'intérêt dans toute la région de l'Amérique latine. Ils ont suffisamment de technologie dans leur ambassade sur notre territoire pour mener des actions subversives vers les autres pays. En fermant leur ambassade chez nous, on les ferait chanter, on les mettrait à genoux. Qu'est-ce que vous pensez que les États-Unis feraient? Vous pensez que les États-Unis viendraient occuper Haïti et arrêteraient les 12-13 millions d'Haïtiens? Non, les États-Unis chercheraient à négocier. Voyez-vous? Voyez-vous? Pourquoi on ne pense pas à ces choses-là? Parce que vous avez un imbécile comme ambassadeur. Pourquoi on ne fait pas ces choses-là? Parce que vous avez 9 crétins, 9 voleurs, 9 imbéciles, 9, n'est-ce pas, vicieux. Ce sont des vicieux, des gens qui parviennent au pouvoir par vice. Ils ont eu faim, ils étaient au chômage, ils n'avaient pas une gourde nationale sur leur compte bancaire, ils viennent au pouvoir pour voler. Si on avait un homme vertical, un Christophe, un Louverture, un Dessalinier à la tête du pouvoir, il ferait cela. 1. Convoquer l'ambassadeur pour consultation. Rappeler l'ambassadeur d'Haïti à Washington pour consultation. 3. On suspendrait, n'est-ce pas, nos relations diplomatiques avec les États-Unis. 4. On octroierait 30 jours au personnel américain. Alors on imposerait aussi le visa à tout ressortissant américain. Et, in fine, on octroierait 30 jours aux membres du personnel de l'ambassade américaine pour laisser Haïti. On fermerait leurs locaux. Et là, les États-Unis seraient obligés de négocier parce que, je vous le dis, les États-Unis ne peuvent pas se passer de leur positionnement en Haïti, car c'est à partir de là qu'ils contrôlent toutes les actions subversives et toutes les communications dans la région. Imaginez que l'ambassade américaine est à Port-au-Prince, mais elle détient des antennes au Cap Haïtien, sur les mornes, sur les montagnes du Cap Haïtien. Pourquoi faire? C'est pour contrôler. Les États-Unis cherchent de contrôler les communications à partir d'Haïti, de tout ce qui se fait à Cuba, imaginez. Vous savez, quand je vous dis quelque chose, je peux vous regarder droit dans les yeux, vous savez que c'est vrai. Alors, nous sommes le plus beau pays du monde. Nous sommes le plus grand peuple du monde. Nous avons réinventé la notion de liberté. Nous avons réinventé la notion de l'autodétermination des peuples. Nous sommes le premier peuple non européen à avoir vaincu 4 armées européennes. Ah oui, ce n'est pas juste la France.
mais c'est aussi l'Espagne. C'est pas juste l'Espagne, mais c'est aussi, n'est-ce pas, l'Angleterre. C'est pas juste l'Angleterre, mais c'est aussi, n'est-ce pas, les diverses petites razzias des Américains pour avoir le contrôle du territoire haïtien. Haïti ne mourra pas. La crise que nous traversons aura eu une vertu. Savez-vous quoi, cette vertu-là? La crise que nous traversons a réussi à décrédibiliser toute la classe politique haïtienne. Moi, aujourd'hui, dernièrement, j'ai quelqu'un de très haut placé dans la structure étatique américaine qui m'a appelé pour me dire « Monsieur Fils-Aimé, on pense à changer le CPT. » Je dis « Oui, il faut changer le CPT, mais qu'est-ce que vous voyez comme alternative ?» J'ai dit « Je ne sais pas. » Est-ce que vous pourriez nous soumettre des noms? J'ai dit en Haïti, je ne connais personne. Et là, je vous regarde dans les yeux. Je ne connais personne en Haïti en ce moment. J'insiste, une troisième fois. Je ne connais personne en Haïti en ce moment qui, s'il parvenait au pouvoir, ne volerait comme les membres du CPT. Savez-vous quoi? Les gens en Haïti en ce moment ont à ce point faim que s'ils parviennent au pouvoir dans des circonstances comme celle-là, la fameuse transition, ils vont voler, ils vont placer leurs petites amies, leurs maîtresses. Et quand je dis je ne connais personne, c'est personne. OK? Citez-moi un seul nom, et si j'accepte de vous parler, je vous dirai ce gars-là, il ne peut pas pour telle ou telle raison. Savez-vous pourquoi? Thomas d'Aquin l'a dit. Pour pratiquer la vertu, il faut un minimum de bien. Les gens en Haïti qui s'intéressent au pouvoir, ils mangent difficilement à leur faim. Les gens en Haïti en ce moment qui veulent parvenir au pouvoir, ils n'ont 9 fois sur 10 à peine une demi-gourde nationale sur leur compte. Alors, Thomas d'Aquin a dit, pour pratiquer la vertu, il faut un minimum de bien. Si vous mettez quelqu'un qui a faim dans une boulangerie, la question ce n'est pas est-ce qu'il va voler le pain pour manger, c'est quand il va le faire. Parce qu'à un moment donné, il est exposé à du pain, il est privé de pain. Certains vont voler après 2 jours, d'autres vont voler après 3 jours, d'autres vont voler après 30 jours, mais personne ne mourra de faim tandis qu'il est entouré de pain dans une boulangerie. C'est la même situation en Haïti. Les gens ont perdu leur maison, ils sont décapitalisés, ils n'ont pas d'argent. L'État s'est désisté de ses grandes missions. Alors si tu mets quelqu'un au pouvoir maintenant, tout à coup, il a accès aux ressources de l'État, il va détourner des fonds. Voilà le problème. Nous avons une crise d'hommes. La solution, il faut mettre du sang neuf. Je vous le dis. La solution, il faut mettre du sang neuf. On ne peut rien faire en ce moment avec les Haïtiens d'Haïti. Je vous le dis. Si on veut changer Haïti, si on veut redonner une nouvelle direction en Haïti, si on veut lancer des chantiers de l'État, il faut le faire avec des gens qui n'ont pas faim, avec des gens qui n'ont pas besoin d'une nouvelle auto, avec des gens qui n'ont pas besoin d'une nouvelle maison et surtout avec des gens qui ne vont pas voler parce qu'ils ont tant de maîtresses qu'ils ont des dettes envers chaque maîtresse pour placer les maîtresses, les enfants des maîtresses, les cousins des maîtresses, etc. Pour moi, la classe politique haïtienne, la classe intellectuelle haïtienne, on doit les envoyer au garage parce qu'elles ont échoué. Alors je vous le dis, à cet ami très haut placé qui m'a dit « Est-ce que vous avez des noms ?» J'ai dit « En Haïti en ce moment, je ne connais personne. » Personne. Parce que nous avons une crise d'hommes. Puisque nous sommes heureusement 14 millions, tant de l'intérieur que de l'extérieur, il faut trouver les dirigeants d'Haïti à l'extérieur d'Haïti. Des gens qui ont l'habitude de vivre dans une grande maison. Des gens qui ont l'habitude d'avoir un frigidaire rempli. Des gens qui ont de l'argent sur leur compte et qui savent surtout que faire de la politique, ce n'est pas s'offrir des privilèges. Faire de la politique, c'est servir. Il faut mettre à la tête de l'État des gens qui n'ont pas besoin d'une seconde résidence. Il faut mettre à la tête de l'État des gens qui n'ont pas besoin d'un budget pour remplir leur frigidaire. C'est tellement mesquin. Imaginez Fried, Jean et les autres se font voter un budget pour remplir leur frigidaire chez eux. Bande vorace, bande vicieux.
il faut tirer un trait sur la classe politique haïtienne d'Haïti et faire appel à du sang neuf. Pour que cela soit possible, eh bien, l'avant-projet, cet avant-projet d'Enex doit être jeté à la poubelle avec Enex Jean-Charles. Vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un d'exercer un poste électif en Haïti parce qu'il a vécu à l'étranger pendant un certain temps et qu'il n'a pas vécu 5 années d'affilée en Haïti. Qu'est-ce qu'il va faire pendant 5 ans en Haïti? Il va voler l'État? De quoi va-t-il vivre? Bande d'imbéciles, bande de mesquins, bande de vicieux. En sorte que ce que Trump fait, c'est une opportunité. Une opportunité de réaliser que nous avons une crise d'hommes, une opportunité de réaliser que nous avons une crise d'élite, une opportunité de réaliser que nous avons le plus beau pays du monde. Le problème, ce n'est pas le pays, c'est les autorités. Chassons ces foutues autorités, mettons du sang neuf en Haïti, et Haïti, je vous le dis, redeviendra le plus beau pays du monde. Au revoir. Bonne semaine à chacun d'entre vous. On garde le moral, car tant que va le moral, tout va. Vive Haïti, vive le peuple haïtien. Au revoir.